Eh bien, bonjour à tous pour ce deuxième live. J'espère que vous me recevez tous. Voilà, donc j'attends que ça se manifeste un petit peu et qu'on soit un petit peu plus présent sur le live. Donc j'attends vos commentaires. Et comme d'habitude, sur ce live, il va y avoir une thématique du jour hein, qui va être celle que je vais vous dévoiler. Et puis, je vais répondre à vos questions au fur et à mesure qu'elles se posent. Bien, alors là, je vois déjà qu'il y a deux personnes qui m'ont rejoint, donc bonjour, bonjour à ces deux personnes. Ça va venir au fur et à mesure, hein. Il va y avoir de plus en plus de monde, hein, ça c'est normal, surtout que j'en ai fait la publicité. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que cela, il va être encore le moyen de répondre effectivement à vos questions, mais également de parler d'une part des data science et des formations de data scientist, des salaires que vous pouvez espérer, des notions qu'il faut acquérir et des outils qu'il faut mettre en valeur dans un CV. Et puis aussi, je voudrais parler d'un outil statistique particulier, si ça vous intéresse, et enfin répondre à vos questions. Alors, en ce qui concerne les data science, plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir eh bien, comment on peut devenir data scientist et quel master il fallait suivre pour être data scientist. Alors, pour répondre à cette question, je vais être assez clair. Les formations de data science sont à leur balbutiement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une formation qui se détache très très nettement des autres, sinon que toutes ces formations, vous vous en doutez, vont avoir pour vocation de vous former avec la meilleure des étiquettes qui soit. Alors nous allons parler de ces étiquettes. Alors je salue toutes les personnes qui m'ont rejointe, là, puisque je vois que le nombre augmente, hein. Et je rappelle que le principe de ce live, c'est d'avoir une thématique du jour et de répondre à vos questions en deuxième temps. Alors, en thématique du jour, pour les personnes qui me rejoignent, il s'agit effectivement de parler de ces formations de data scientist, celles qui vont vous permettre d'espérer de décrocher le Graal. Alors, comme je le disais, les formations de data scientist ne sont qu'à leur balbutiement, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui se sont organisés dans, on va dire, la précipitation pour vous former à ce qu'ils se pensent, eux, être les data science, c'est-à-dire principalement l'informatique, les bases de données et d'autres saupoudrent ça de statistiques tant que faire se peut. En fait, les data science, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que c'est plus quelque chose qu'il faut entrevoir comme un travail d'équipe que de former un geek, une sorte de mouton à 5 pattes qui aurait toutes les capacités. Alors, dans ce cadre, puisque je vous ai introduit cela de cette façon, il va falloir que vous puissiez regarder dans toutes les universités, toutes les grandes écoles de France et de Navarre, mais aussi en Europe, les programmes qui s'offrent à vous et de choisir ceux qui sont vraiment les plus complets ou qui constituent à vos yeux la formation la plus proche de celle qui serait requise pour pouvoir prétendre à être un data scientist. Rappelez-vous bien que être data scientist veut tout dire et rien dire à notre époque. Bien sûr, ça a un sens, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que les data sciences peuvent être embrassées par une formation. Alors, l'université offre des masters de data science avec des colorations diverses. On peut penser par exemple aux formations qui sont liées à l'informatique et au traitement des données avec une grosse coloration, une programmation avec bien sûr tous ces langages de programmation qui vont vous faire gérer des gros fichiers, des gros volumes de données et puis en fait vous tournez en rond parce que vous ne savez toujours pas interpréter les données. Et il va y avoir des formations qui vont plus axer ça vers les statistiques ou les mathématiques. Et puis, il va y avoir d'autres formations qui vont insister sur les applications qui sont donc économiques, financières, liées à tout ce qui va être marketing et qui vont avoir la connotation big data. Alors,
Regardez bien les programmes. Vous devez voir ce qui vous intéresse, ce qui vous motive. Parce qu'avant tout, plutôt que d'apprendre des choses ou d'essayer de cumuler des connaissances, ce que je vous conseille, c'est de faire des choses qui vous plaisent. Il faut être heureux dans ce que l'on fait. Si vous vous sentez plus à même de traiter de données de marketing ou des données financières, foncez, essayez de voir ce que vous pouvez en tirer dans votre formation. Et n'oubliez jamais quelque chose de très important, c'est dans votre métier que vous allez apprendre l'art d'être data scientist, avec des responsabilités, des vraies occasions de faire parler les données. Mais méfiez-vous des choses toutes faites ou des formations clés en main qui vous permettraient de pouvoir embrasser toutes les data sciences. Ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette intervention, c'est que les data sciences, c'est plutôt un travail d'équipe. En fait, dans data science, n'oubliez pas qu'il y a data et science signifie des choses plus ou moins floues. Les data science, si on pouvait le résumer, et comme j'explique dans ma vidéo, c'est partir des données brutes, qui vont bientôt, bien sûr, être stockées et disponibles dans des bases de données, et puis essayer de les faire parler et d'en tirer des connaissances. Ces connaissances permettant de partir vers une décision ou de réaliser une action ou de faire travailler des robots ou de participer à des programmes de recherche énormes. Tiens, par exemple, essayer de trouver de nouveaux médicaments, de nouvelles pistes médicamenteuses qui pourraient lutter contre le Covid-19. Alors évidemment, tous les outils qui sont nécessaires pour faire des data science sont pléthores parce que vous avez bien sûr l'informatique, l'algorithmique, les mathématiques, les statistiques, le machine learning, le deep learning, la modélisation, les bases de données, et j'en passe, et des meilleurs. Est-ce que vous pensez franchement que vous allez être à même, pour la plupart d'entre vous, à accéder à toutes ces disciplines, à accéder à tous ces outils de façon performante en une seule formation? Je ne pense pas. Par contre, on va se rappeler de ce que data science implique. Data science implique data, donc ça veut dire qu'effectivement, vous devez partir des data. Et vous devez avoir un sens inné de la donnée, savoir qu'est-ce que vous allez en tirer, si vous avez le bon volume d'informations, si vous avez assez d'assurance que ces données sont fiables et qu'on peut leur faire confiance. À ce moment-là, vous allez en tirer le maximum et donc arriver à ces connaissances qui vont être importantes pour pouvoir prendre ces décisions ou faire agir un robot ou bien faire une recherche à haut volume. Donc, vous voyez, c'est plus dans la notion de data qu'il faut aller rechercher le data scientist, quelqu'un qui a du flair, quelqu'un qui sait reconnaître les données, les variables qu'il faut manipuler, la quantité de données qu'il faut avoir pour pouvoir, pour chaque individu, essayer de réaliser une analyse qui va être portante et qui va permettre d'arriver à des connaissances, que plutôt être un geek avec son ordinateur à longueur de journée, ne pas lever les yeux de l'écran et puis essayer de faire des choses répétitives. Vous allez tourner en rond. Donc oui, moi j'insiste bien sur le fait que les data sciences sont plus du domaine de l'analyse des données, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir assez de connaissances en outils statistiques et d'analyse des données. Bien sûr, il faut de la programmation pour manipuler des fichiers, mais aussi quelqu'un qui va s'intéresser aux bases de données, qui va savoir comment extraire une information d'une base de données, par exemple un sous-ensemble. Donc ça, c'est très important. Et bien sûr, cette personne, à elle seule, ne suffira pas. Il va falloir qu'elle s'associe à de vrais informaticiens, à des gens qui travaillent sur de la sécurité des données aussi, à des gens spécialistes dans les bases de données, qu'elles soient structurées ou non structurées, et puis aussi, bien sûr, qui s'acoquinent les connaissances de personnes qui sont spécialisées dans l'algorithmique pure, les mathématiques et les modèles mathématiques, et puis dans tout ce qui va être effectivement deep learning, machine learning. Donc vous voyez, les data science, c'est plus le domaine d'un travail d'équipe que de former un mouton à 5 pattes. Il faut arrêter avec ce délire, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas être formés dans tous ces domaines à la fois. Mais je vous rappelle encore une chose importante, data scientist ne veut pas dire informaticien. On a besoin des informaticiens, mais un informaticien ne saura pas analyser les données. Donc c'est là tout le dilemme, c'est qu'à notre époque, on cherche
les entreprises, les formations cherchent à attirer des gens parce qu'ils n'ont pas assez de formateurs avec des formations qui sont très spécialisées en informatique. On en a besoin, mais ce n'est pas cela. L'analyse de données, l'analyse des données, n'oubliez pas, c'est faire parler les données. Et un programme informatique, s'il n'a pas d'intelligence derrière ou s'il n'y a pas un algorithme qui lui permet d'analyser les données avec un vrai sens de statistiques ou deep learning, machine learning, de l'analyse des données, eh bien, c'est un logiciel qui ne sert à rien. Et il ne faut pas non plus aller chercher des outils tout faits pour essayer de faire de l'analyse de données. Autrement dit, toutes ces boîtes automatiques qui vont nous demander de leur livrer des données, tiens, on leur livre des données gratuitement, et puis ils vont nous mouliner ces données et nous sortir une vérité, leur vérité, et nous on sera contents et on fera du fric avec tout ça. C'est pas très sain. Donc, du boulot pour ceux qui vont essayer d'être data scientists. Quel boulot? Eh bien, déjà chercher la bonne formation, celle qui correspond le mieux à leur vue de leur travail dans cette équipe de data science. Cette formation, effectivement, sera, on va dire, adéquate pour l'actualité, pour le moment, c'est-à-dire l'an 2020. Mais il faudra penser qu'en 2025, on ne travaillera pas avec les data science de la même façon. Et l'inflation des données va augmenter. Et puis, on aura peut-être des très gros programmes, comme par exemple lutter efficacement contre les pandémies, qui vont nous tomber dessus et qui vont demander de changer complètement de paradigme sur l'utilité des data sciences. Il ne faut pas aller chercher une utilité uniquement sur les assurances ou sur les banques ou faire du fric ou de la finance ou du marketing. Il y a aussi de l'humain derrière, de l'humanisme. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour ceux qui m'ont posé la question, y a-t-il une vraie formation en data science que je pourrais aller chercher dans une université particulière? Je vous dirais, regardez tous les programmes dans toutes les grosses universités françaises. Il n'y a pas que Paris et la région parisienne. Hein. On peut penser à Strasbourg, on peut penser à Montpellier, on peut penser à Toulouse, on peut penser à Nantes, on peut penser à toutes ces universités qui sont importantes. Je n'oublie pas Lyon, bien sûr. Et regardez s'il n'y a pas des business schools qui, à côté de ça, pourraient répondre à votre objectif de formation. Rappelez-vous que la formation d'un data scientist, c'est pas quelque chose qui vient d'un claquement de doigts ou en 2 ans, on peut faire data scientist en formant un petit jeune comme ça. Il faut que les enseignants, il faut que les formateurs, il faut que les gens qui les accompagnent aient le sens des données et transmettent à ces jeunes personnes qui veulent aller vers les sciences des données vraiment le feu sacré de se dire oui, je travaille dans le cadre des 5 V. Effectivement, vous connaissez les 5 V hein, dans le big data. Hein. Donc, volume, vélocité, variabilité, mais aussi véracité des données et enfin valorisation. Alors, vous avez compris, volume, on a un très gros volume de données. Vélocité, eh bien, les données, on ne peut pas les stocker. Si on mettait tous les ordinateurs de la planète, tous les espaces de stockage, y compris les clés USB, les téléphones et tout, on pourrait finalement figer que 3 minutes du flux Internet. Et il nous faudrait 3 ans à peu près pour analyser ce flux Internet. Donc, vous voyez un petit peu que vélocité veut dire qu'on travaille en temps réel sur les données et puis il faut en faire une synthèse à un moment donné de ces données parce qu'on ne peut pas stocker le temps réel dans ces données. Par contre, une fois qu'on a la synthèse, eh bien, effectivement, on a l'aspect valorisation, c'est-à-dire que quand on analyse ces données, on voit si on peut en tirer de la valeur. Et la valeur, je vous l'ai dit, c'est pas seulement du fric, hein, soyons bien clairs, c'est d'abord, est-ce que je peux faire parler ces données et arriver à une modélisation, à des connaissances qui nous permettent de faire avancer le schmilblick. On est bien d'accord? C'est-à-dire qu'on a une problématique, on a des données, on ne sait pas comment résoudre la problématique, on va utiliser les données, faire de la fouille de données, faire une analyse systématique de ces données en utilisant mathématiques, statistiques, machine learning, deep learning, base de données, extraction, stockage, algorithmique, programmation. Et puis, bien sûr, on arrive à ces fins. Ça marche, mais attention. Regardons par exemple dans le cas du deep learning, du machine learning, il faut énormément d'apprentissage, énormément de données pour que l'ordinateur qui est stupide arrive avec un machine learning, un deep learning à reconnaître des situations à partir de nouvelles données. Et il y a des taux d'erreur conséquents. Bon, alors je reprends. Volume, vélocité, variabilité. Variabilité, c'est-à-dire que les données sont de tout type, mais elles ne sont pas nécessairement structurées. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien, on prend tout.
On prend tout, des profils Facebook, des données qui arrivent en temps réel, des choses qui sont plus ou moins précises avec des lacunes. On parlera des valeurs manquantes. C'est très important en data science. Comment on travaille sur les valeurs manquantes? Ce sera peut-être l'objet d'un nouveau live, ça, les valeurs manquantes. Et puis, vous avez, bien sûr, dans cette variabilité, le fait que il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, si on veut vraiment interpréter les données, il faut qu'elles aient une source, qu'elles aient une unité, qu'elles aient une réalité, qu'elles soient bien concrètes. Et là, on repasse au structuré. Donc, même si on travaille sur du non structuré, on peut les stocker temporairement, il va bien falloir comprendre que c'est sur du structuré qu'on va arriver à analyser les données. Ensuite, il y a le fameux véracité. Si vous n'êtes pas sûr de votre donnée, si vous n'avez pas une bonne précision, s'il y a 10 000 manipulateurs qui sont arrivés à faire un petit fichier de 50 individus, n'allez pas plus loin, ça sent mauvais, c'est quelque chose qui va avoir des biais. Les biais qui sont liés au fait qu'on ne sait pas si la valeur ou la donnée qu'on a enregistrée est viable et sûre, à vraiment une origine qui est sécure ou pas. Dans ce cas-là, il faut vraiment, avant de se lancer, vous voyez, quand je vous disais que faire de l'informatique, faire des mathématiques, faire des statistiques, ça ne suffit pas, qu'il faut avoir le sens des données. Il faut d'abord s'imprégner du fichier de données que vous avez et voir un petit peu si ça a de la gueule, si vous allez pouvoir l'utiliser ou pas. Enfin, j'ai parlé de la valorisation. Si vous ne souhaitez pas valoriser vos données, si vous faites un jeu avec ces données, ça ne sert à rien. La valorisation, c'est arriver à des connaissances. La valorisation, c'est oui, certes, vous allez monnayer votre travail, mais c'est d'abord, est-ce que ces données vont faire progresser d'une façon assez conséquente les connaissances pour pouvoir arriver à de nouveaux modèles ou pouvoir les faire parler. Donc là, on a balayé les 5 V du Big Data. Alors, je vais parler du Big Data quelques minutes, mais là, comme je vous l'ai dit, j'ai bien débattu sur cette notion de formation. Je le répète, faites un tour dans toutes les formations de Français de Navarre et même d'Europe. Regardez ce qui se présente dans le programme. Regardez si c'est douteux. Si vous pensez que c'est trop flou, c'est pas bon. Si vous avez des éléments qui vous font vraiment adorer cette formation, eh bien, mettez-le sur un papier, enregistrez l'URL de la fac et puis téléphonez à une des personnes qui s'occupent de cette formation. Ayez du culot et dites que vous êtes vraiment passionné par la data science et que vous cherchez des informations ou des conseils. Et ils sont là pour vous répondre et ils seront très heureux. Et n'oubliez pas les business schools. Alors, les business schools, certes, c'est payant, mais je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai eu une étudiante de M2 dans mon labo qui n'a pas pu, alors c'est pas moi qui l'ai encadrée directement, mais j'étais en contact avec elle et je lui donnais souvent des conseils, et elle n'a pas pu continuer au-delà du M2. Donc, elle s'est formée à une formation rapide de data science pour être performante dans les 6 mois. Elle a payé sa formation beaucoup plus que j'imaginais, c'est-à-dire environ 9 000 €. Mais comme elle a un boulot qui lui rapporte 3 000 € par mois, vous voyez l'investissement, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, dans ce genre de formation, pas le temps de faire un stage. Donc, ils sont immédiatement opérationnels parce qu'on s'arrache l'étiquette data scientist. C'est QFD. Donc, comme je vous le disais, je vous ai donné plein de conseils. Maintenant, je vais lire les commentaires et les répondre aux questions. Alors, lors des journées portes ouvertes à l'ENSAI, des étudiants m'ont affirmé que cette école était mondialement reconnue et qu'elle formait la crème de la crème en data scientist. Qu'en pensez-vous? Alors, je réponds à Yanis en disant que toutes les formations vont dire qu'elles sont la crème de la crème et surtout, ce sont des écoles d'ingénieurs puisqu'elles communiquent sur l'excellence. Elles sont meilleures que toutes. Comparez. Je vous donne un exemple. Vous avez à choisir entre une Renault, une Mercedes, une Fiat et puis, je ne sais pas, moi, une Toyota. OK ? C'est pas parce que la bagnole va être la plus chère qu'elle va répondre le mieux à vos objectifs. Vous pouvez aussi mettre en exergue le fait que vous avez un ratio qualité-prix, c'est-à-dire investissement, image, qualité de ce que vous allez avoir. Alors peut-être, je vais être choquant en vous disant ça, qu'avec cette formation de l'ENSAI, vous allez acheter l'étiquette et qu'avec cette étiquette, vous êtes
protégé, vous avez sur votre CV le Graal qui vous permet de faire tout. Ça ne veut pas dire que vous êtes excellent, hein. Et peut-être que vous êtes, vous, un fake data scientist. À voir. Donc, restez dans l'honnêteté, soyez travailleurs, regardez les formations, mais n'oubliez pas de faire des books, essayez de regarder ce qu'il y a sur YouTube. Il y a d'excellentes formations en quelques minutes sur quelques notions très importantes. Regardez d'abord si le machine learning vous intéresse. Regardez d'abord si vous êtes capable de faire autre chose que de la programmation toute bête, parce que la programmation, ce n'est pas des data science. Et puis, le big data, on en entend parler, mais on peut faire aussi du smart data, travailler sur des data beaucoup plus discrètes en nombre, mais qui sont beaucoup plus valorisantes et beaucoup plus performantes. Donc, faites attention à toutes ces news qu'on vous envoie et cette façon de voir le monde. Ayez votre propre mode de pensée. Et je dirais même que moi, je n'ai pas à vous imprégner de mon mode de pensée. C'est juste des conseils. Il n'y a pas une façon de penser meilleure que d'autres. Simplement, essayez d'éviter les grandes lignes et essayez d'éviter les formations qui se disent la reine et tout, parce que peut-être que vous passerez à côté de quelque chose. Il y aura peut-être une petite école à Angers qui formera des gens très spécifique dans une niche et vous serez peut-être très heureux là-dedans. Je cite Angers comme je pourrais citer une autre université ou une autre place, hein, vous inquiétez pas. En plus, Angers, c'est une ville universitaire pleine de jeunes. Après le confinement, vous verrez que c'est quelque chose de sympa. Alors, les masters de bioinformatique regroupent tout ça. Alors, attention, Grégoire, il ne faut pas confondre bioinformatique et data science. On est bien clair. Le mot bioinformatique est un mot qui a été forgé dans les années 90-2000 et qui est issu, ne l'oublions pas, d'un mot anglais qui vient de biocomputing, que j'adorais moi dans ces années-là, mais qui, parce que j'officiais déjà dans ces années-là, qui était beaucoup plus proche de la réalité. Biocomputing, il y a le mot computation, et donc en computation, c'est-à-dire calculatoire. Il y a autre chose que de l'informatique, il y a autre chose que de la geekerie derrière, c'est-à-dire qu'il y a de la réflexion. La bioinformatique, c'est un mot français qui s'est imposé, on va dire, à l'international. Ça, c'est assez fortiche, hein. Et ça a été une mainmise des généticiens et des gens qui travaillaient sur le génome sur cette discipline, en écartant tout le reste, en disant que ce n'était pas de la bioinformatique. Je vous signale quand même que la première application de la bioinformatique dans le monde, ça a été de résoudre la structure tridimensionnelle d'une protéine dans les années 60, ce qui a permis à Ken Drew, notamment, d'avoir le prix Nobel à cette époque-là, c'était en 1965, pour la résolution de la fameuse myoglobine, juste avant l'hémoglobine. La myoglobine étant plus petite à résoudre que l'hémoglobine. Croyez-moi, ils utilisent déjà des ordinateurs. Ils ont fait un travail de dingue et ils ont utilisé des transformers de Fourier pour faire leur travail et arriver à la structure des protéines à partir des clichés de diffraction au rayon X de cristaux de protéines. Mais ça, c'est du détail. Donc, vous voyez, on est loin du génome, hein. Eh bien, voilà, la bioinformatique a été captée par ces gens qui sont spécialistes de génomique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de personnes qui sont spécialistes de génomique, mais on n'a pas besoin de pléthore de gens qui travaillent sur la génomique parce qu'il y a d'autres approches que la génomique. Regardez, la génomique ne va pas permettre d'arriver à un traitement. Elle va être une des pistes qui va arriver à un traitement sur la parade contre le coronavirus, mais il y a beaucoup d'autres disciplines biologiques qui vont permettre d'y arriver. Je pense notamment à l'épidémiologie, qui va traiter d'énormes quantités de données pour essayer de voir justement si on ne peut pas ressortir de derrière les placards une autre molécule, je ne cite pas de nom, qui pourrait être déjà opérationnel, qui soit toléré par les humains et qui pourrait peut-être rendre service dans des épidémies comme Zika, comme le Covid, bien sûr, ou comme la grippe. Bon, hein, vous voyez un petit peu le tableau. Donc, bioinformatique, c'est particulier. Ça ne veut pas dire que ce que vous allez voir en bioinformatique n'est pas quelque chose d'utile pour devenir data scientist, mais c'est quelque chose qui n'est pas associé aux data science. Ce sont deux choses différentes, c'est deux choses complémentaires. On peut dire que la bioinformatique est intégrée dans les data sciences, mais on ne peut pas dire que la bioinformatique intègre les data sciences. C'est complètement antinomique. Donc, bien faire attention à bien manipuler les concepts. Vous pouvez avoir des masters en bioinformatique et biostatistique. C'est déjà un petit peu mieux. Mais en général, les profs affichent une tendance à être meilleurs dans un domaine que dans l'autre. Vous savez,
le fameux mouton à 5 pattes n'existe pas. Par contre, vous, il ne vous est pas interdit de vous former quand vous avez une formation de master qui est un petit peu faible, soit en biostatistique, soit en informatique, j'utilise le mot informatique, soit en base de données, soit en machine learning, grâce à des MOOC, à des bouquins, à des formations courtes, voire à des formations privées pour pouvoir compléter votre formation. N'oubliez pas que Data Scientist, c'est vous qui allez vous réaliser cette formation. Et ce n'est pas un seul master qui va y arriver, c'est plutôt la congrégation l'agrégation de plusieurs formations, pas toutes longues, hein, mais qui vont être complémentaires d'une formation de master qui va vous donner une étiquette. Alors, je résume. Soit vous avez choisi la bonne étiquette, data science, big data, analyse de données, faire parler les données, soit vous avez choisi l'étiquette de l'école qui vous garantit effectivement un CV d'enfer avec des gros salaires et tout. Moi, je dirais, faites attention, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce qu'il faut d'abord, c'est être heureux au travail. C'est d'avoir le sentiment qu'on est utile et qu'on va pouvoir faire du bon boulot dans un cadre humaniste. Moi, je le dis et je le répète, on peut faire du bon boulot dans un cadre humaniste en assurance. Hein. Simplement, les assurances ne sont pas toutes versées vers cela. Donc, essayez de voir la différence entre l'étiquette, ce qu'on vous promet, et puis ne faites pas de confusion entre, par exemple, bioinformatique et data science. Bonjour à vous tous. Je suis étudiant, je voudrais savoir si vous êtes responsable d'un master à l'université ou dispensez des cours de master. Alors oui, Corentin, j'ai vu ton message d'hier. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est pour toi, hein, Corentin, que j'ai commencé à faire ce débat. Oui, je suis enseignant à l'université Paris-Saclay. Je suis biologiste, je suis enseignant-chercheur. Je travaille sur des aspects drug design, c'est-à-dire je recherche des candidats médicaments à partir de la structure tridimensionnelle de protéines dans le cadre de mes recherches. Je travaille donc dans un grand laboratoire français. Je suis enseignant à Paris-Saclay. J'enseigne à des petites classes les statistiques et les data sciences. J'utilise des méthodes pédagogiques nouvelles comme des jeux, des défis, des vidéos à distance, le couplage entre enseignement distant et enseignement présentiel. Et croyez-moi, on s'amuse bien en classe, on fait des choses super. Et des étudiants en L2, comme en master, j'en ai. Je forme aussi en base de données des gens qui sont en master d'écologie et biodiversité. Et ça leur sert énormément pour pouvoir justement arriver à formaliser leurs concepts, réaliser et structurer des bases qui vont pouvoir leur être utiles sur le terrain à partir des milliers de données qu'ils ont. Et ces gens-là sont en général bien formés en statistique. Donc, on fait un couplage entre base de données et statistiques. Et puis, j'enseigne à distance également l'enzymologie, les data sciences, mais j'ai une compétence aussi de biologie structurale. Il faut effectivement que je limite mes interventions parce que je n'ai pas un temps infini. Et donc, entre mes activités de recherche et mes activités d'enseignement à l'université, je réalise donc un temps bien rempli. Et puis, j'ai aussi cette chaîne YouTube qui m'anime depuis quelque temps. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas responsable d'une formation de data science. J'ai soumis à mon université une proposition d'option en data science qui est à l'étude, qui sera d'ailleurs tournée vers la réalisation de projets. Je vous ferai signe dès qu'elle sera acceptée. J'en attends beaucoup. Normalement, ça devrait bien se passer. Et donc, je l'ai soumise en licence au niveau de la L3 et au niveau du M1 et du M2. Donc, on verra ce que ça va donner. J'attends que les responsables me donnent le signe. Mais vous savez, quand on est dans une discipline comme la biologie, les data science, on s'en méfie. Et donc, les collègues ne favorisent pas forcément ce genre de formation. Voilà pourquoi j'interviens beaucoup sur Internet pour toucher le maximum de personnes. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Corentin, mais sache que quand même, dans le cadre de mes activités de recherche, ça fait des années que je travaille sur des gros volumes de données et que j'ai une expertise en data science, qu'il s'agisse d'analyser et de traiter ces données pour en faire des modèles structuraux ou qu'il s'agisse de faire une analyse statistique de données expérimentales pour essayer d'améliorer l'interprétation des données, voire d'avoir un feedback sur la réalisation des expériences qui permettent d'arriver à ces données. Bonjour monsieur, quel est votre parcours scolaire et professionnel? Alors, Pierre-Emmanuel me demande mon parcours scolaire et professionnel. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas 20 ans, hein, donc je pourrais être votre père, hein, vous en doutez, j'ai des grands-enfants. Moi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui rêvait beaucoup.
Donc, j'avais besoin de lire, j'avais besoin d'assouvir toutes mes questions. J'étais très curieux et donc j'ai fait un parcours qui était à mi-chemin, j'allais dire en tiers-chemin, hein, puisque j'ai plusieurs compétences, entre l'aspect mathématique-physique, l'aspect informatique. J'ai fait donc des études aussi en informatique pure, vraiment pure, hein, pas appliquée. J'ai fait aussi donc de la chimie, chimie orga, chimie physique générale, et j'ai fait de la biologie. Donc vous voyez, c'est assez complet. Tout ceci m'a permis de m'orienter vers l'enzymologie, un métier que j'ai adoré. Et puis, j'ai obliqué en thèse vers la radiocristallographie des protéines pour résoudre des structures de protéines dont je suis assez content maintenant parce que j'ai pu, en tant que pionnier, résoudre des très grosses protéines à une époque où rien n'était automatisé. Et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai beaucoup programmé, j'ai utilisé les mathématiques, la physique, les connaissances en chimie et en biologie pour arriver à des interprétations à partir des données structurales de ces protéines. Ensuite, je me suis aperçu qu'il fallait faire parler ces structures de protéines et essayer de les exploiter au mieux. Voilà pourquoi je me suis formé eh bien, vers tous ces aspects drug design en m'intéressant à la modélisation, à tout ce qui va être docking, tout ce qui va être screening à très haut débit de molécules qui pourraient servir de candidats médicaments en inhibant par exemple une enzyme d'intérêt biomédical. J'ai travaillé notamment sur les virus, je travaille encore sur les virus, je travaille aussi sur le coronavirus. Depuis quelques années d'ailleurs. Je n'ai pas attendu le Covid-19 pour travailler sur le coronavirus. Et je suis plutôt spécialisé dans les hélicases et je travaille aussi sur les structures atypiques d'ADN et d'ARN. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à votre question, Pierre-Emmanuel, c'est-à-dire que je suis éclectique, je m'intéresse à tout, je m'intéresse aussi à la littérature, à l'art. Vous voyez que j'aime beaucoup l'art. Là, c'est l'œuvre d'une peintre qui m'a prêté ce tableau, que je connais bien et que je salue et que je remercie. Je visite beaucoup les musées, je suis fan d'archéologie, de physique, de sciences, de littérature. Voilà, il faut être curieux. Et si vous êtes curieux, vous êtes un bon data scientist. Et n'oubliez pas que les data science, c'est vous qui inventez ce profil parce que ça veut tout dire et rien dire. Et il n'y a aucune formation universitaire qui peut vous satisfaire en un seul claquement de doigts, en un seul diplôme. Vous devez affiner votre formation et c'est d'année en année et de jour en jour que vous allez arriver à quelque chose. Monsieur, je suis en licence de biologie, 3e année en parcours de biologie, me dit BLMZ. J'aimerais avoir l'avis d'un ancien sur ce que faire après, selon vous, que faire après un master ou une école. D'accord, pardon, j'avais mal lu le message. Que faire après une licence, master ou école? Tout dépend, BLMZ, de ce que vous voulez faire. En fait, si vous êtes quelqu'un de pragmatique, vous avez besoin de faire des choses, on va dire, pratiques, sans vous poser trop de questions, parce que vous êtes quelqu'un de terrain et que vous aimez bien l'action et que vous êtes plutôt impatient et que vous ne vous posez pas trop de questions. Attention, ce n'est pas quelque chose de négatif ce que je dis, hein, simplement ça dépend des caractères. Alors je vous conseillerais plutôt d'aller vers une école. Si vous voulez vous tourner vers la recherche, faites un master, mais faites le master qui corresponde vraiment à ce que vous voulez faire. Attention, la recherche, ça donne une bouchée, ça sera de plus en plus bouché, malgré toutes les promesses de notre gouvernement actuel ou des gouvernements qui nous ont précédés. La recherche ne sera jamais l'élément favorisé dans aucune des sociétés, sauf peut-être en Corée et encore. Quand je dis Corée, c'est Corée du Sud. Hein. Donc, je dirais que le choix va être délicat si vous ne savez pas encore quoi faire. Il faut vous déterminer là-dessus. Êtes-vous plutôt quelqu'un qui vous posez beaucoup de questions et à ce moment-là, vous allez plutôt vers un master pour vous orienter sur des domaines qui seraient plutôt porteurs vers une recherche appliquée ou une recherche. On peut faire aussi de très bonnes thèses dans une entreprise, hein, vous le savez, avec le contrat CIFRE. Hein. Mais c'est très bouché, très limité. Et entre master et école, eh bien, il y a des niches. Il y a des masters qui sont vraiment des niches et qui valent vraiment les écoles. Mais si vous voulez vraiment avoir une carrière assurée, quittez l'université, allez sur une école parce que vous aurez l'étiquette et au moins vous serez reconnu. C'est pas bien hein, ce que je dis, mais c'est la réalité. Mais faites attention aux vraies niches qui existent dans les masters parce que maintenant, il y a des masters qui valent largement les formations d'école.
Alors, Corentin me dit qu'il est étudiant en 5e année de médecine et je souhaite me spécialiser en health public data science. Excellent choix, Corentin. Faites peut-être ou fait, on va se tutoyer. Hein, je voudrais savoir si vous êtes en train de la master université, ça j'ai déjà répondu. Corentin, faites une formation pour être en health public data science qui se rapproche de l'épidémiologie. Soyez proche de certains aspects qui vont être effectivement l'épidémiologie, l'analyse statistique, pas forcément au débit, hein, mais déjà une analyse statistique sérieuse, c'est-à-dire une qui permet d'arriver, et on va en parler, il y a des outils pour ça, l'analyse multivariée, qui va vous permettre de prendre une décision à partir de fichiers de données très élaborés et très complets. Et vous avez vu qu'à notre époque, on va suivre les patients et on va avoir de plus en plus de données pour alimenter les modèles en épidémiologie, qui vont s'affiner, qui vont être, on va dire, plus fiables que ceux qu'on a maintenant, même s'ils sont critiquables. Vous savez, il y a des gens qui bossent là-dessus et qui améliorent les choses d'année en année. Et ayez peut-être, pour répondre à votre question, Corentin, aussi une connotation sociologie et psychologie. Vous voyez, c'est un petit peu particulier. Et là, vous allez être une perle rare et je vous souhaite le meilleur. Et on restera en contact si vous avez besoin d'autres précisions. J'espère que j'ai répondu à votre question, Corentin. Mais de toute façon, je reprendrai ce débat pour répondre à cette question plus précisément de toute façon. Alors, j'ai un maths en application. Je voudrais finir en data scientist. Quel serait le parcours idéal pour moi? Alors, les maths, c'est super important, Denis, hein, qui me pose cette question. C'est rare de voir des enseignants d'université animer une chaîne YouTube. Oui, Corentin me dit ça. Oui, bah, tant pis pour les autres. Hein. Moi, j'ai 15 ans d'avance là-dessus. Ça fait 15 ans que je travaille avec un site web à distance avec mes étudiants. J'ai pas mal de recul. Justement, j'ai tellement encadré d'étudiants au laboratoire, tellement vu le désespoir de mes étudiants en licence, et je me souviens aussi toutes les questions que je me posais étant jeune, j'allais dire étant gosse, que oui, bah, je prends mon bâton de pèlerin et je le confirme, il y a très peu de gens comme moi et j'apparais souvent comme une espèce d'animal un peu particulier auprès de certains de mes collègues, une sorte d'électron libre, de quelqu'un qui n'a rien compris à la vie, qui ne va pas à l'essentiel. Moi, je m'en fous, je fonce, on n'a qu'une vie et je pense d'abord à vous tous et dans le monde entier maintenant pour vous former. À ce propos, je voudrais vous annoncer quelque chose. Je vais commencer certaines formations en anglais. J'ai une vidéo qui s'appelle l'ANOVA en 3 minutes, qui est prête en bulgare aussi, alors grâce à la collaboration d'une étudiante bulgare. Hein. Et je vais travailler en russe, en allemand et en italien. Alors, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. J'ai besoin de toute une équipe. Mais là, j'ai une équipe déjà d'anglophones qui m'épaule. Je vais parler, j'apprends l'accent. Je suis assez bon en anglais, mais l'accent est un défaut. Hein. Donc, j'apprends l'accent et je vais former de plus en plus de gens. Ça, c'était pour l'aspect bâton de pèlerin et essayer d'apporter le plus de réponses à des gens. Et malheureusement, il y a plein de gens dans le monde entier qui sont paumés et il faut que je les aide. On n'a qu'une vie, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc oui, Corentin, c'est rare, mais j'assume. Donc voilà. Alors je reprends ce que me disait Denis. J'ai un M1 de maths application. Super. C'est génial les maths. C'est vraiment une de mes premières amours. Hein. Franchement, j'ai commencé à m'intéresser aux sciences via les maths et via la physique. Donc je sais ce que c'est. Je suis un matheux raté. Parce que bon, j'ai trouvé d'autres histoires d'amour hein, avec les sciences, notamment la biologie qui m'a passionné, grâce à une prof de bio en terminale. Et puis j'ai voulu être agronome hein, quand j'étais jeune. Finalement, j'ai vite déchanté. Je me suis, après une année de prépa agro, j'ai viré vers la fac. Et là, je me suis aperçu que tout ce que j'avais appris en terminale et en prépa agro en maths, c'était une mine d'or parce que ça me donnait une avance sur mes collègues et aussi sur certains enseignants et certaines études qui étaient vraiment parfaites. Donc oui, les maths, c'est une excellente formation pour être data scientist, mais il n'y a pas que les maths.
Donc, il faut être un petit peu moins formaliste. Et il faut, Denis, que vous vous frottiez à des données concrètes. Donc, je vous conseille déjà de vous porter, aïe, 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 vers quelque chose qui ne sera pas forcément bien considéré dans le domaine des maths, les statistiques. Alors, ne faites pas les statistiques, s'il vous plaît, d'un point de vue théorique, hein. Vous n'allez pas redémontrer tous les outils. Il y en a un petit peu marre de ça. Vous allez vous confronter à pouvoir analyser de façon pertinente des jeux de données grâce aux outils qu'on a, notamment en analyse multivariée. Et vous allez voir que certains modèles se détachent d'autres d'un rien. Et c'est là que votre expertise de personne rigoureuse et mathématicienne va pouvoir apporter quelque chose à ces détachements d'un rien, d'un modèle par rapport à un autre, hein. Je pense à des modèles de régression linéaire multiple, par exemple, ou des modèles de régression logistique. Donc, pour finir data scientist, Denis, une formation en stats, une formation en machine learning, s'il vous plaît, et une formation en base de données. SQL, ça sera très bien. Mais attention, ça ne veut pas dire extraire des données d'une base de données, ça veut dire aussi savoir construire une base de données. Alors, je trouve dommage qu'il existe un clivage manifeste entre les grandes écoles, me dit Corentin, et l'université. Il faudrait valoriser l'université et la recherche en France. Alors oui, Corentin, mais justement, moi, je suis fier d'appartenir à l'université Paris-Saclay qui lutte contre ce cloisonnement, et nous sommes main dans la main de plus en plus avec des écoles, avec des UFR pour que justement ce cloisonnement n'existe plus et que nous puissions avoir des étudiants de tout horizon. Alors, juste pour vous dire, moi, je travaille souvent dans le Master M2 BE avec des ingénieurs agro, des gens qui ont une formation plutôt portée école, et en même temps avec des universitaires. Je trouve ça génial. J'ai même travaillé avec des gens qui faisaient Sciences Po. Je trouvais que ce mélange était très enrichissant. Et j'ai travaillé aussi avec des gens de Normal Sup. J'ai d'ailleurs fait de la recherche aussi à Normal Sup, à Paris et à Cachan. Je peux vous dire que c'est très émulant et moi, je lutte contre cette cloison et je suis persuadé, et beaucoup de collègues et bien sûr la présidente de notre université Paris-Saclay partage mon point de vue, ou je partage son point de vue, il ne doit pas y avoir de cloisonnement entre école et université à notre époque. Moi, j'y crois. Et on va arriver dans le long cours à travailler la main dans la main. C'est une spécificité française d'associer des écoles à l'excellence. Je ne sais pas pourquoi, dans tout ce qui va être travail d'ingénieur, forcément il y a le titre d'ingénieur, et d'associer le travail d'excellence en recherche uniquement à l'université. Tout ceci doit être cassé et le système sûrement réformé. Ça prendra du temps. Pas facile de choisir un master quand on aime la bio et qu'on souhaite faire de la data science. Exactement ce que je te disais. On a l'impression, chez les biologistes, qu'on est des extraterrestres, des gens qui sont amusants ou qui n'ont rien compris à la chose et qu'il faut se balader avec une pipette, faire un petit mélange, un chronomètre, courir toute la journée, et puis on jette les résultats à la fin de la semaine parce qu'on n'a pas de méthode. Donc, mes amis biologistes, commencez à écouter un peu les data scientists, les épidémiologistes, les gens qui ont l'habitude de réfléchir avant d'agir, et essayez de faire composition avec eux. C'est-à-dire que vos modèles, vos trucs, vous appuyez sur le truc parce que le bouton parce que vous ne savez pas faire un test ou que vous ne savez pas analyser les données, s'il vous plaît, faites-nous confiance. Et essayez de comprendre que des gens comme moi ou comme d'autres, comme vous, qui sont à la fois biologistes, chimistes, et statisticiens peuvent apporter beaucoup dans la biologie, et ne les regardez pas comme des espèces d'extraterrestres. Donc oui, mes chers frères et mes chères sœurs data scientistes, on va devoir se battre si on a effectivement cette connotation biologiste, mais on va y arriver. Et grâce à des gens comme moi et à des gens comme vous, on fera une communauté, on fera corps, et je vous propose une chose, c'est qu'on la fabrique, cette communauté, et que cette discipline naisse, et que là, les gens vont nous écouter et vont arriver très vite vers nous, plutôt que de nous prendre pour des espèces de charlots, d'électrons libres, de connards qui nous disent « Ah, bien sûr, oui, toi, avec tes datas. » Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Puis maintenant, on voit bien que les datas, ça sert surtout dans un contexte comme celui-ci. Je vous ferai un live spécial coronavirus et data science, d'accord? Mais pour l'instant, j'essaie d'avancer.
Alors, pas facile de choisir un master. Alors, vous voyez, en 49 minutes, on essaie de tenir en 1 heure pour que les personnes qui regardent le live ensuite ne s'ennuient pas trop. Et je vous promets on passera à des lives réguliers. Et j'envisage même de faire 2 lives par semaine. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas au bout de vos peines et on essaiera de faire des lives. Je vais continuer de répondre aux questions, mais je répète, hein, je vais continuer de faire des lives thématiques. J'ai une grande ambition de faire des lives sur l'analyse multivariée, sur l'analyse factorielle, mais aussi répondre à des questions précises qui pourraient vous paraître effectivement pour certains un petit peu, on va dire, élémentaires pour certains. C'est quelle est la différence entre des tests donc appariés et non appariés, ce qui donne des mesures répétées en ANOVA, et des tests classiques. Échantillon indépendant, échantillon dépendant, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Donc, je ferai des thématiques comme ça pour essayer de faire en sorte que vous ayez compris les choses d'une façon plus évidente. Donc, j'aurai encore l'occasion de faire d'autres lives, c'est ça que je voulais vous dire, et puis répondre à vos questions. Et puis, il y aura des lives thématiques. Je mettrai le thème de ces lives qui porteront sur plus les statistiques à notre époque. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi moi je préfère le terme d'analyse de données et de traitement de données plutôt que statistique, mathématiques? Parce que de toute façon, on peut y voir tout et n'importe quoi. Donc j'essaierai de vous faire comprendre que il est, à mes yeux, plus important de savoir utiliser un logiciel clic-souris, de savoir interpréter des données, que de connaître la mathématique sous-jacente et être incapable d'analyser des données et d'en tirer le maximum, c'est-à-dire de les faire parler. On en reparle? OK? Bien. Alors, donc oui, Grégoire, pas facile de choisir un master quand on aime la bio, mais qu'on souhaite faire de la data science. Mais tu n'es pas tout seul, nous sommes toute une communauté et vous allez voir, on va y arriver. Avez-vous des MOOC à me conseiller en data science? Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en donnant un MOOC précis. Ce que je vous demanderai d'éviter, Riaz, c'est les MOOC genre par exemple, data science avec R. Ouais, R, c'est pas la data science, c'est qu'un outil, hein, on peut en trouver d'autres. Hein. Donc, ne tombez pas dans des pièges où on confond une thématique, une discipline ou plutôt une philosophie. La data science, c'est pas franchement une discipline, c'est un regroupement de disciplines, comme j'explique dans ma vidéo. Les data science, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, hein. Regardez-la, cette vidéo, elle vous donnera l'essentiel en 4 minutes, je crois. C'est une philosophie, hein. Donc ça ne peut pas être associé à un seul outil. Donc ça, c'est le conseil. Et sinon, à ma connaissance, les meilleurs MOOC de data science sont plutôt américains et méfiez-vous, ils ne sont pas tous de la même qualité. Certains sont même des formations en data science payantes. Là encore, confère ce que j'ai dit. Qu'est-ce que c'est de payer 3 000 € une formation? J'exagère, ça se trouve, c'est moins. Par rapport à un salaire de 6 à 10 000 €. Hein, c'est ce que peut espérer un data scientist s'il se détache du lot. Hein, c'est qu'il sera évidemment indispensable et ça, on le paiera. Et donc, ça, je voudrais aussi que vous ayez conscience de votre valeur, hein, parce que ça, c'est très important. Alors, bonsoir. Connaissez-vous de bonnes ressources en ligne pour se former pratiquement et théoriquement aux méthodes bayésiennes? Les méthodes bayésiennes sont essentielles. Alors, je vous conseille de commencer, Jonathan, par des vidéos YouTube qui sont géniales dans toutes les langues, en français, vous en trouverez plein, sur cette thématique. Consacrez-y, on va dire, 20 à 30 minutes pour voir un petit peu si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, quittez la formation, allez vers une autre, quittez la vidéo. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez ce qu'on peut faire avec les méthodes bayésiennes qui sont une révolution ancienne, on va dire. Hein. Bayes, les théories de Bayes sont pas nées d'aujourd'hui. Hein. Et elles sont fondées sur un côté très pragmatique et très fouillé de l'analyse des données. Donc, faites cette formation en ayant déjà une petite initiation. Ensuite, il existe des bons bouquins gratuits, PDF, sur Google. Vous allez en chercher et commencez à lire des introductions, par exemple, au processus bayésien, aux méthodes bayésiennes, et puis essayez progressivement de vous former en fonction de vos aspirations. Donc, ça peut aller très loin en mathématiques et en statistiques,
et vous apportez beaucoup de satisfaction, mais vous n'avez pas de pratique. Et vous pouvez avoir aussi une co-formation, une formation plutôt axée, excusez-moi, vers le côté analyse des données et application de ces méthodes bayésiennes. Je crois que vous pouvez commencer par une introduction générale qui vous permette de voir à quoi ça sert et sur quel fondement mathématique et statistique ça repose, et puis ensuite aller vers des formations plus appliquées. Alors on peut penser aussi à tout ce qui va être chaîne de Markov, hein, et puis des formations qui vont vraiment vous donner une idée de ce qu'on peut faire des méthodes bayésiennes. Ça, c'est mon conseil. Maintenant, voilà. Ne vous focalisez pas sur des MOOC, ne suivez pas 125 heures de MOOC pour être déçu à la fin et perdre du temps. Commencez par picorer à droite, à gauche, et après, si jamais ça vous plaît vraiment, essayez de voir s'il n'y a pas un MOOC sur les méthodes bayésiennes, plutôt un MOOC étranger, je vous le garantis. Allez regarder ce qui se fait dans des facs comme Stanford, hein, je vous l'ai dit, hein, ou l'UCLA, ou n'importe quoi, qui vous donne une idée des MOOC certifiants qui vous donneront le Graal et qui vous permettront d'avoir la garantie d'une formation certifiante. Je n'ai pas trouvé des fichiers, des vidéos en français autour de ce sujet. Je ne maîtrise pas l'anglais. Ah là là, et Faiza, il va falloir vraiment commencer à maîtriser l'anglais parce que c'est indispensable, c'est une langue universelle, c'est indispensable pour pouvoir suivre des formations. Hein. Et moi, je vais vous dire la vérité, hein, j'ai commencé par l'allemand, hein, je parlais, ma première langue c'est l'allemand. J'étais une bille en anglais, je faisais des fautes d'orthographe, je le dis à mes étudiants, j'ai pas honte, hein, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'en ai bien plus, hein, vous imaginez. Eh bien, je me suis donné un kick aux fesses et je me suis dit, maintenant c'est terminé, tu vas apprendre à bien écrire en français, tu vas apprendre à arrêter de faire des fautes d'orthographe et tu vas apprendre la grammaire anglaise et l'anglais. Et à 31 ans, j'étais OK, je pouvais suivre des conversations au téléphone, j'avais une grande satisfaction, j'avais fait un grand bond en avant. Bon, c'est vrai que mon métier de chercheur m'oblige à lire, à écrire et à penser en anglais et à parler en anglais, j'allais dire presque au quotidien, d'accord? Mais ce n'est pas la seule langue qu'il faut maîtriser, mais c'est une langue indispensable pour tout ce qui est formation. Surtout quand on est jeune, on peut faire ça très vite. Alors, Faiza, un petit conseil, suivez vos séries préférées en VO ou avec des sous-titres, d'accord? Alors, et lisez des livres. Tiens, vous voulez que je vous donne un conseil pour apprendre l'anglais? Si vous aimez comme moi l'anticipation à science-fiction, il y a un auteur merveilleux américain qui s'appelle Ray Bradbury. Eh bien, commencez à lire les Chroniques martiennes ou alors Fahrenheit 451 en anglais. D'ailleurs, c'est assez d'actualité, hein, vous allez vous marrer. Et c'est des livres qui ne sont pas de gros livres, hein, ils ne font pas 500 pages, et c'est d'une poésie, d'une synthèse, d'une justesse dans le mot anglais. Et vous allez apprendre l'anglais assez facilement en lisant des œuvres comme ça. Vous pouvez aussi trouver ces ouvrages d'occasion pour pas cher avec la page traduite en français et la page originale en anglais. Avez-vous bossé à la Sorbonne? Non, mais je connais la Sorbonne et j'ai un grand respect pour la Sorbonne et j'ai formé des étudiants de la Sorbonne cette année. Hein. Donc, dans le cadre de formation conjointe entre Paris-Saclay et la Sorbonne. J'ai un grand respect pour la Sorbonne, très très grand respect pour la Sorbonne. Mais non, je n'ai pas bossé à la Sorbonne. Par contre, j'ai bossé à l'École normale supérieure de Paris et donc en recherche. Et je trouve que Paris est une place que je conseille. Voilà. J'ai aussi eu des collègues à Pharma et beaucoup d'étudiants à Paris 5, Paris 6, Paris 7, des apprenants hein, que j'avais en cours particulier ou en cours collectif. Et je peux dire que les facs parisiennes sont des facs qui tiennent la route. Ce n'est pas les seuls, mais elles tiennent la route. Alors que je suis de Paris-Saclay, hein, je ne devrais pas dire ça. Oui, Corentin, je vais dans ton sens, mais être pluridisciplinaire, c'est bien.
Il faut toucher à tout, faire son compagnonnage. Oui, j'adore le mot compagnonnage, je vais vous dire pourquoi. Donc, au final, je pense que c'est plus sa posture personnelle qui compte. Oh là là, bien joué, B. Yerno, je ne connais pas ton prénom, hein, mais absolument, j'adhère à 100% à ce que tu dis. Effectivement, c'est le sens, c'est la posture personnelle qui compte, c'est son ego, c'est sa façon de voir la science, c'est sa façon de voir les data science. Je vais vous raconter une histoire, hein. Moi, je suis petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils de menuisier ébéniste, d'accord? Mon grand-père, mon arrière-grand-père ont fait le compagnonnage et le Tour de France. Moi, j'ai vu des apprentis à l'atelier apprendre avec beaucoup de rigueur. Mon grand-père était d'une rigueur, et d'ailleurs, il était fort en maths. Il n'est pas allé loin à l'école, mais il est très, très fort en maths. Il savait faire des calculs géométriques, il était pour faire des escaliers, et dessiner des choses, enfin bref, respect. Et j'ai une grande admiration pour ces métiers d'art et pour le compagnonnage. Et donc, moi, j'y crois. C'est-à-dire que le jeune qui veut se former en data science, s'il a la chance de trouver la bonne entreprise, le bon labo, le bon coéquipier un peu plus vieux que lui, qui le forme à cette notion, alors effectivement, là, il va trouver sa voie plus que dans des formations toutes faites universitaires. Il faut vraiment goûter, toucher, expérimenter les choses. On n'est plus à l'heure où tout peut s'expliquer par le théorique. C'est un peu complexe ce que je veux dire. Il faut un peu de théorie pour comprendre la pratique, mais il faut lire beaucoup à côté, et je crois qu'il faut être confronté à la pratique pour comprendre un petit peu à quoi servent les outils. Surtout qu'en data science, vous êtes d'accord avec moi, hein, on veut faire parler des données, donc c'est quelque chose de très pratique, on va dire, hein, même si il y a beaucoup de sciences dures derrière. Donc voilà, donc oui, compagnonnage, c'est une bonne chose. D'ailleurs, je vais vous raconter une autre histoire sur le compagnonnage. Ma première étudiante en cristallo des protéines elle se reconnaîtra peut-être, c'est Ingrid, que je salue si elle me suit. C'était il y a fort longtemps, hein, il y a plus de 20 ans même, vous vous rendez compte. Elle était toute juste. Ça s'appelait pas encore la licence, en deuxième année de licence, ça s'appelait le DUG. Et puis elle a choisi de faire une formation de recherche avec moi. Et je lui ai dit, bah, tu vas souffrir, hein, parce qu'il va falloir que je te forme à pas mal de choses qui ne sont pas roses, hein, la physique, la chimie, la biologie, la cristallo, tout ce qui va être effectivement espace vectoriel, trigonométrie. Et puis d'année en année, elle s'est perfectionnée, mais on m'a dit, ta petite protégée, elle a eu 10, elle est passée de justesse grâce au stage. Oui, la petite protégée, une fois qu'elle a fait son master avec moi, c'était ma première apprentie. Elle était très bonne, cette étudiante. Eh bien, elle a fait une thèse à Hambourg, je n'ai pas pu la garder. Je l'avais formée. Elle a été sélectionnée, je crois, parmi 15 candidats européens. Elle a été la meilleure. Elle a pu répondre à toutes les questions. D'ailleurs, son formateur m'a téléphoné en me disant « Ah, elle est bien, hein, vous l'avez bien formée ». Et je lui ai répondu « J'aurais bien aimé la garder hein, si j'avais eu un financement. » Vous voyez, la France, pas de financement, on ne garde pas les meilleurs éléments, ils s'en vont. Et puis finalement, cette étudiante qui est passée de justesse, mais qui a su prendre les choses en main de façon pratique, donc mon apprenti, ma première apprentie, eh bien, elle a eu une carrière très importante à Sanofi, aux États-Unis, et elle a été responsable, je ne peux pas trahir le secret, mais d'un service important dans la production de médicaments. Voilà. Donc, vous voyez, l'apprentissage, j'y tiens. Le côté compagnonnage, c'est quelque chose de formidable. Il faut pouvoir toucher à tout. Il faut être un petit peu toto-potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut être des geeks, mais il faut avoir le goût de faire ça. Il faut vraiment se sentir fait pour les data science, pour faire des data science. Iner me dit bonjour, j'aimerais savoir quel logiciel utilise-t-on en data science le plus souvent, car dans mon université, on nous forme surtout logiciel R et SAS. Bon, alors, les plus utilisés, je vais vous le dire, il n'y a pas de mystère, hein, c'est R, Python et Java. Et puis, vous pouvez utiliser d'autres logiciels, ou plutôt d'autres outils comme PHP, MySQL ou SQL, qui vont compléter votre formation.
J'espère avoir été clair, c'est les plus utilisés. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont ceux qui vont vous sortir du pétrin dans le quotidien si vous avez un cas particulier. Donc, ne laissez pas de côté, et moi je vous l'ai dit, lors du premier live, il y a d'autres logiciels comme SPSS, Statistica, qui rendent de merveilleux services, qui font un peu moins geek et qui vont à l'essentiel. N'oubliez pas une chose, pour moi, un vrai data scientist doit avoir le sens des data et ne doit pas perdre son temps à programmer les choses. Il doit par contre être capable d'analyser de façon pertinente les résultats qui sont donnés dans un logiciel, quel que soit ce logiciel. Et vous verrez que la plupart des logiciels vous donnent des choses cohérentes, sans trop de distance, entre une régression faite, même multiple, sur SPSS et sur R, on a des résultats qui sont assez comparables quand les données sont solides. Bien sûr, si les données ne sont pas solides, alors là arrive le vrai dilemme. Ce n'est pas un seul programme qui va vous sauver la vie. Il faut en utiliser d'autres. Et je vous ai donné la liste. Regardez aussi mon premier live, il répondra à cette question. Bien. Ah, ben voilà, effectivement, la réponse de B. Arnaud, décidément, B. Arnaud, on est complices tous les deux. Il faut partir des besoins par des outils. Tout à fait d'accord. Et aussi se fixer des objectifs. D'accord? Besoins, objectifs. Et je compléterai en disant qu'il vaut mieux des données fiables et des outils qui ne sont pas forcément difficiles à utiliser, mais qui vous donnent de bons résultats, plutôt que des outils difficiles à utiliser, une programmation impossible pour faire parler des données qui, de toute façon, ne sont pas fiables. Vous voyez? Le sens des datas. Donc, effectivement, de quoi on part et où on veut arriver. Le plus en entreprise. Oubliez le mot entreprise. Bon, les entreprises se sont mis progressivement à des choses comme R parce qu'ils ont vu que ça allait dépasser, c'est comme d'habitude. Mais ils étaient sur des outils plus grande école, comme par exemple tout ce qui va être de la programmation classique, en C, C++, SQL, Mathematica, vous voyez. Donc c'est avec le temps ils ont été rompus à ces choses-là, et ils commencent à se rendre compte qu'effectivement, tout ce qui est utilisé en université, pas forcément dans les écoles d'ailleurs aussi encore maintenant, commence à faire parler de soi, et notamment tous ces logiciels gratuits du monde GNU, tout ce qui va tourner autour de R, avec les interfaces que vous connaissez, R Commander et R Studio. Donc, je reviens, merci pour la réponse. J'ai déjà, alors Denis, étudié en un semestre mon master maths, le data mining, un peu d'analyse multivariée et l'optimisation combinatoire et recherche opérationnelle. Voilà un bon cocktail pour démarrer une belle formation de data scientist, Denis. Je vais arrêter les maths et je cherche une formation de reconversion data science. Oui, mais les maths, faut pas en divorcer, c'est formidable. Moi, j'adore. Simplement, je m'aperçois que ça vous permet de créer des outils. Ça ne répond pas à des questions forcément pragmatiques. Mais on va avoir de plus en plus besoin de maths pour faire du machine learning. On est bien d'accord. Donc, ne jamais, on va dire, cracher dans la soupe et oublier sa formation de mathématicien si on a une formation de mathématicien. Par contre, c'est vrai qu'il faut savoir s'en détacher un peu et aller vers le pragmatisme, faire data science. Merci pour votre réponse. D'accord. Grégoire, vous avez un conseil pour se mettre à niveau en maths? On n'en fait pas vraiment en licence de bio. Un conseil? Bon, allez, je me jette. Allô. Faites de la géométrie. Faites de l'analyse. Essayez de voir ce que c'est qu'une fonction. Essayez de voir en quoi réside le calcul analytique. Replongez-vous vers tout ce qui va être dérivée, primitive, fonction de densité. Essayez de voir comment on calcule une surface. Refaites de la trigonométrie, c'est très important. Vous allez voir que certaines fonctions target sont finalement le résultat de sinus ou de cosinus. C'est impressionnant, ou de tangente. Donc, la trigonométrie est importante. Et bien sûr, tout ce qui va être analyse, je vous l'ai déjà dit, manipulation de vecteurs, c'est très très important quand on utilise notamment des jeux de données, de voir qu'on est souvent confronté à une vision géométrie des choses, et donc il ne faut vraiment pas passer à côté de ça. Enfin, un dernier conseil, les coniques.
Bon, les coniques, moi j'adore, mais c'est très important. Ça peut être fondamental dans tout ce qui va être projection, c'est-à-dire en stats, en analyse des données. On va réduire les dimensions et donc il faut avoir un petit peu de notion là-dedans. J'espère que les mathématiciens me suivent et peuvent me dire que j'ai raison. Hein, ça, c'est important. Donc, ah oui, oui, une dernière formation, les matrices. Vous ne pouvez rien faire sans matrice. Donc, j'ai répondu à vos questions. Géométrie, analyse, tout ce qui va être, on va dire, matrice, calcul matriciel. Et vous ne faites pas la confusion entre un nuage de points et un espace vectoriel, d'accord? L'espace affine. Ah, bien sûr, vous savez ce que c'est que l'équation d'une droite, l'équation d'un plan dans un espace à une dimension. Vous savez ce que c'est que passer d'un espace de n à p dimensions. Vous voyez, hein, on a besoin des maths en data science. Hein. Mais des maths, on va dire, abordables. Je vais même dire que vous allez prendre beaucoup de plaisir là-dedans. Regardez la loi aussi faible des grands nombres, ça peut être sympa de savoir démontrer ça, c'est fantastique. C'est fantastique, il y a des choses qui sont merveilleuses en maths et qui servent en stats. Théorie des ensembles, ah, la théorie des ensembles, algèbre matricielle, oui, oui, bah, je vous l'ai dit. Hein. La théorie des ensembles, oui, 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 ça peut être important pour tout ce qui est métadonnées. Donc, effectivement, je l'ai oublié, la théorie des ensembles, effectivement, tout ce qui va être groupe d'espace et tout, etc. Comment on envisage de modéliser les métadonnées. Donc, oui, 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 c'est très, très important. Chers amis, je vous propose de nous quitter là. J'espère que j'ai bien répondu à une question. Je dois remercier avant tout Corentin, Corentin Dupuis, qui m'a inspiré pour faire ce live. Chers amis, je vous remercie pour ce débat qui m'a beaucoup intéressé. Travailler avec vous, essayer de vous apporter des conseils et surtout, je crois en votre génération, vous allez aller loin. Et n'oubliez pas, si je devais résumer, qu'il n'y a pas une formation miracle, que tout doit venir, comme le disait l'un d'entre vous, des objectifs qu'on s'est fixés et de la source des données. Est-ce que les données valent le coup qu'on les analyse avant de se pencher sur leur analyse? Après, les moyens qu'on y met dépendra de notre expertise. Mais n'oubliez pas que le data scientist, ce mouton à 5 pattes, n'existe pas. Alors quand je dis le, les filles, c'est le ou la. Hein, je ne suis pas sexiste. Hein, je m'adresse autant aux femmes qu'aux hommes dans cette session live. Eh bien, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Vous devrez travailler en équipe entre statisticiens, mathématiciens, informaticiens, spécialistes des bases de données et aussi de la crypto, parce que vous devez protéger vos données, de la sécurité des données. Et j'en passe des meilleurs. Donc, vous voyez ça plutôt comme un travail d'équipe. Et dedans, il y aura un chef d'orchestre qui aura touché un petit peu à tout et qui aura surtout le sens des données, qui aura beaucoup d'intuition. Voilà, c'est un petit peu ça les data science. Un travail d'équipe et pas un travail de solitaire, sorte de geek omniscient qui pourrait tout faire. On a vu ce que c'est, les gens qui savent tout faire, qui ont réponse à tout. Hein. Relisez 1984. Hein. Voilà, 3 petits points. Merci les amis, à bientôt pour d'autres lives. Et je vous dis encore, ce fut un plaisir d'être avec vous et on aura l'occasion de débattre sur d'autres sujets. Au revoir, portez-vous bien.